Ça fait désormais 3 ans que j'accompagne des dizaines d'entreprises, donc des PME, ETI, à intégrer l'IA dans leur processus. Quand je parle d'IA, je parle bien sûr d'agents IA, d'automatisation IA, mais également de logiciels sur mesure. Donc quand je parle de logiciels sur mesure, forcément vient la question du SaaS, donc du Software as a Service, qui est en fait littéralement un logiciel pour combler en fait un besoin latent dans l'entreprise. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est mes premières vidéos YouTube, mais pour ceux qui ne me connaissent pas via LinkedIn ou autre, je m'appelle Léo, j'ai 22 ans, je suis fondateur de Ascender et Innovia. Donc Innovia, c'est mon agence d'intégration d'intelligence artificielle pour les entreprises. Donc vous pouvez retrouver mes services via innoviagency.fr. Je suis aussi fondateur de Ascender. Ascender, on le reverra plus loin, plus bas, qu'est-ce que Ascender. Et donc via ces 3 dernières années, j'ai eu l'occasion de pouvoir réellement me faire une belle expérience dans le domaine de l'IA en entreprise. Donc on touche aussi beaucoup du doigt la stratégie business. On a très grande l'IA dans les entreprises. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme je l'ai dit, je suis ambassadeur IA auprès du ministère donc de la DGE, donc de la Direction Générale des Entreprises à Bercy, sur le plan Oser l'IA Horizon 2030, qui vise à développer l'IA dans les entreprises, en grande majorité dans les 100% des grands groupes, 80% des ETI et plus de 50% ou plus de 80%, je ne sais plus réellement les stats, des PME. Donc on est souvent appelé en tant qu'ambassadeur IA pour aller à Bercy, pour travailler dans des ateliers, pour pouvoir faire remonter les besoins latents des entreprises auprès de la DGE. Donc j'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec Georgia Tech, qui est une des meilleures universités technologiques, ingénierie au monde. Et également, ça fait plus de 10 ans maintenant que je crée des sites web, etc. Donc je suis à peu près dans la tech puisque j'aime ça. Je n'ai pas du tout le profil de base ingénieur. Je suis d'ailleurs j'ai fait un cursus commercial management. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait le pont, puisqu'on va parler de comment le vibe code peut devenir un piège mortel pour les fondateurs SaaS non tech. Je parle de SaaS parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de me spécialiser, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, c'est quelque chose que je délivre de plus en plus aussi pour mes clients, puisque les clients ont besoin d'interface. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, le vibe coding, c'est le piège mortel des fondateurs SaaS non tech. Donc c'est simple, actuellement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es potentiellement un fondateur TechLight. Donc quand je dis TechLight, c'est vraiment un fondateur qui a des compétences commerciales, marketing, mais qui ne sait pas du tout développer un produit technique. Donc tu as une idée de SaaS qui peut exploser, qui résout un vrai problème. Donc tu as eu le postulat de base de dire ok, il y a un vrai problème, il y a une vraie problématique, j'ai parlé à cette cible-là, il y aurait potentiellement ce problème à régler là, et le SaaS pourrait tout à fait être la solution du problème. Tu as une idée claire sur ton produit, qu'est-ce qu'il fait, pour qui, via quelle fonctionnalité. Tu as une envie aussi d'aller au bout du projet, c'est-à-dire que tu es impliqué émotionnellement. Donc, c'est-à-dire que tu as vraiment, c'est pas juste une lubie, c'est tu as une idée, tu as envie de la mettre en place sur ton marché, tu as envie de la vendre et de la proposer à ton panel de clientèle. Tu n'as pas forcément les compétences techniques et c'est là le problème. Et donc, toi, actuellement, tu as réellement besoin de développer un produit scalable qui répond à un besoin précis. Et donc, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est les options qui s'ouvrent à toi lorsque tu vas vouloir dev ton SaaS, puisque comme vous l'avez vu, si je dis que le vibe code, c'est vraiment le piège mortel des fondateurs SaaS non-tech, ça n'est peut-être pas forcément pour tous les profils. Le vibe code est très utile pour les développeurs, c'est-à-dire que c'est un accélérateur pour eux, c'est vraiment la kryptonite. Non, la kryptonite, c'est l'inverse, mais c'est vraiment quelque chose qui peut devenir le point fort vraiment des développeurs. Donc dans cette vidéo, il faut que tu restes jusqu'à la fin, tu verras, il y aura un maximum de valeur, notamment sur les options qui s'offrent à toi pour dev un SaaS, avec les avantages, les inconvénients, les problèmes de sécurité liés au vibe code pour les non-tech, le rôle du CEO dans le développement de ton SaaS, le framework pour développer et pour trouver ton product market fit, et dernièrement, la méthode la plus simple pour développer ton SaaS de manière robuste, rapide et sans risque. Parce qu'on le sait, la vélocité dans ces business models-là, c'est hyper important. Donc, on va parler maintenant des différentes options qui s'ouvrent à toi quand tu n'es pas tech, mais que tu dois développer ton SaaS. Il y a 4 options majeures que je vois. Premièrement, l'agence de développement. L'agence de développement, moi je vois ça comme le paquebot. J'ai donné un petit nom pour définir réellement. En fait, plutôt que de donner un niveau de difficulté, je préférais donner avantage, inconvénient et un nom. Là, le paquebot, pourquoi le paquebot? Parce que c'est très simple. L'avantage, c'est qu'on a une expertise complète
qui va toucher market, design, dev, tout ce qu'on veut, et des processus structurés avec un contrat qui est très rassurant. C'est-à-dire que tout est bien cadré. Le problème avec une agence, c'est que comme on a beaucoup d'équipes, comme on a une expertise complète, les prix vont être souvent exorbitants, souvent entre 30 000 et 100 000 pour un MVP. Donc, pour quelque chose qui va évoluer par la suite où vous allez remettre l'argent à la poche. C'est intéressant si vous avez des financements, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut savoir avec ce genre d'agence, c'est que ça coûte cher. La lenteur administrative, les cycles de vente sont longs, vous allez faire 3 à 6 mois de réunion pour pouvoir faire le scope de toutes vos fonctionnalités et ce que vous voulez à mettre en place. Et forcément, l'inertie. L'inertie, c'est quoi? C'est que c'est difficile de pivoter sur des fonctionnalités si vous avez déjà acté avec un cahier des charges. Et le problème, c'est qu'un cahier des charges peut vite vous rendre dans une impasse et au final être bloqué par rapport à ce cahier des charges-là et pas pouvoir bouger. Il y a du coup deuxième option qui est intéressante, l'associé technique, l'equity. Donc là, pour le coup, c'est un peu le mariage forcé. Ça dépend avec qui vous vous associez, mais les avantages peuvent être nombreux, c'est-à-dire un engagement total. Vous n'avez pas de cash à sortir immédiatement. Donc là, c'est intéressant si vous avez envie vraiment de développer un SaaS sans sortir de cash et vous endetter directement avant même d'avoir sorti un moindre euro. Et donc, les inconvénients, perte de souveraineté. Tu donnes littéralement 50% de ta boîte pour potentiellement économiser 5 000 euros. C'est l'argent le plus cher du monde, puisque l'equity, comme vous le savez, votre boîte, si elle est valo, admettons demain votre boîte, je vous le souhaite, elle est valorisée 1 million d'euros, et ben votre associé qui a 50% des parts, d'ailleurs attention, toujours un 51,49 pour éviter les blocages, votre associé qui a 50% des parts, au final vous l'avez payé 500 000 euros. Donc au final, l'association, ça dépend. Si vous vous associez avec un ami ou quelqu'un qui a des compétences ambivalentes que vous, mais ce n'est pas juste une frustration technique qui pousse à cette association-là, ok. Par contre, pour le reste, ça peut être un peu dommage. Le divorce, forcément, si l'association casse, le code et la boîte, ils sont bloqués. Donc derrière, soit la personne part avec le code et vice-versa, il peut exister tout un cas de figure où vous ne pouvez plus bénéficier réellement d'une structure solide. Le temps de recherche, trouver un CTO de confiance, forcément, ça prend souvent, littéralement, 6 à 12 mois. Donc c'est hyper important de savoir que 6 à 12 mois, c'est beaucoup de coûts d'opportunité. Il y a aussi une autre possibilité, cette possibilité-là, c'est simple, c'est littéralement d'aller engager un freelance. Donc le freelance, il va avoir des avantages, c'est que c'est plus flexible et moins cher qu'une agence, il y a un contact direct, vous n'êtes pas forcément bloqué sur un cahier des charges et ça peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite et de tester et d'itérer différentes fonctionnalités. L'inconvénient, c'est qu'il y a le risque de bus. C'est quoi? Donc, c'est le freelance tombe malade ou disparaît. C'est-à-dire, il y a un ghosting. Un ghosting pour 1001 raisons, mais qui bloque votre projet, qui fait que le projet n'avance pas, qui fait que vous allez toujours démarcher, vous allez perdre énormément d'énergie. Donc, si le projet s'arrête, c'est énormément d'énergie d'emblée dépensée pour rien, pour au final quelque chose qui aurait pu aller beaucoup plus loin. Les compétences limitées. Un bon dev, comme on l'a dit, là où une agence va avoir des compétences vraiment techniques et un peu polyvalentes, un bon dev, lui, n'est pas forcément un bon design, un expert en UI, UX. Donc l'UI, UX, c'est tout ce qui va toucher à l'expérience utilisateur sur votre logiciel, qui fait qu'au final, votre client va vouloir rester sur votre logiciel parce qu'il a une super expérience. Donc là, pour le coup, les compétences, elles ne sont pas polyvalentes. Et le prix, il est variable. Forcément, les imprévus font souvent exploser le budget initial. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être vouloir ajouter une nouvelle fonctionnalité. Cette fonctionnalité-là va rajouter du cachet et forcément, vous allez payer plus cher votre freelance. Donc, il y a souvent la quatrième option qui est celle qui va être utilisée pour les fondateurs SaaS actuels. Je vois beaucoup de building publics sur les réseaux qui parlent du coup du vibe coding. Et à première vue, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire le vibe coding, au final, il n'y a que des avantages. C'est que du vert, là, il n'y a pas de rouge. Et le vibe coding, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est l'IA solo, le mirage pour des fondateurs tech-light qui ne sont pas tech et développeurs. Donc l'avantage, on se dit, c'est un coût quasi nul. Quand on va aller voir sur des outils comme Cursor, comme Bolt, comme Lovable, on va avoir un abonnement friendly à 29-30 euros. Donc ça, on se dit, bon, voilà, 29-30 euros, c'est pas la mer à boire, on peut les sortir. C'est très intéressant pour moi, pour mon business, parce que je vais en plus voir du code rapidement, c'est-à-dire que mon code, il va sortir, je vais payer l'abonnement, je vais sortir les premières lignes de code en 5 minutes, 10 minutes top chrono, on est d'accord. Et derrière, vous n'aurez plus qu'à déployer une fois que vos fonctionnalités sont faites, appuyer sur le bouton deploy et votre application, votre SaaS est en ligne. En plus, vous pouvez l'intégrer avec Stripe, Supabase pour la base de données, Stripe pour le paiement, processeur de paiement. C'est intéressant. Ça veut dire qu'en 3 plugs, avec 3 connexions, vous avez un SaaS qui peut encaisser et print de l'argent. Oui, mais attention.
Parce que ce qu'on ne voit pas, notamment avec ce genre de choses, c'est que lorsque vous allez commencer à développer avec l'IA n'est pas cadrée, elle va vous développer du front et du back. Donc le front, c'est tout ce qui va être l'interface, le back, ça va être tout ce qui va être la logique métier, la logique les fonctionnalités et tout ça. Donc vous allez voir souvent un bouton qui va arriver, fixe error. L'IA va vous proposer de corriger elle-même ses erreurs. Et généralement, ce bouton-là, moi, je l'image tel quelqu'un qui met de la poussière sous un tapis. Parce qu'en fait, l'IA, elle va juste continuer à faire une loupe sur cette erreur-là. Des fois, pendant 10 fois, 10 requêtes, vous allez mettre fixe error, fixe error, fixe error, fixe error. Votre code va être hyper sale. Et en fait, la poussière, on ne l'enlève pas, on ne fixe pas vraiment le problème. La poussière, on la met sous le tapis. Ce qui fait que derrière, vous avez littéralement un code spaghetti, si on peut appeler ça comme ça, avec la poussière sous le tapis. Et c'est une bombe à retardement, littéralement. Donc comme je l'ai dit, les inconvénients, c'est que le mur des 80%, ça marche pour les interfaces, ça explose dès qu'il faut ajouter de la logique métier complexe. Donc tout ce qui va toucher au webhook, aux connexions API, je ne sais même pas si ça vous parle. Normalement, si vous êtes dans ce domaine-là, ça doit vous parler. La sécurité, les bases de données. On a tout un tas de choses qui vont faire que c'est une bombe à retardement. La dette technique, ça c'est la chose la plus importante parce que vous allez mettre en place un SaaS et vous allez voir que vous serez incapable justement de le scale, mais de le maintenir sur le long terme. Et c'est exactement ça, c'est l'esclavage du CEO. Le fondateur, il va passer 15 heures par jour à débugger au lieu de vendre. Alors que le CEO, le non-tech, lui, il doit aller vendre, aller s'adresser à son marché pour savoir si sa solution est viable et monétisable. Et donc forcément, puisque on fait ça seul, on va avoir des failles de sécurité. Donc on a fait un guide avec mon associé Cédric sur les 6 failles de sécurité du vibe coding. Donc commentez, mettez en commentaire guide, on vous l'envoie si vous voulez ce guide-là. Il permet d'éviter certaines des plus grosses failles que l'IA fait en termes de sécurité et propose lorsqu'elle va développer pour vous. Et donc derrière ces failles de sécurité-là, c'est quoi? C'est une incapacité de maintenance à long terme parce que vous n'allez pas être capable justement de pouvoir gérer justement ces failles qui vont, elles, en final peser dans le développement de votre SaaS. C'est-à-dire qu'actuellement, votre application, elle tient peut-être pour 10, 15, 20 utilisateurs. Si demain, vous allez vous engager avec beaucoup plus de clientèle payant, donc déjà, félicitations. Si vous avez 50 utilisateurs à 10 € par mois, ça vous fait 500 € de MRR, donc de revenus récurrents mensuels, ce qui fait que tous les mois, vous avez 500 €. Mais le problème, c'est qu'avec ce genre de choses, vous allez avoir une perte de crédibilité. Imaginons que vous avez 50 utilisateurs, comme je l'ai dit, à 10 € par mois. Donc c'est 500 € MRR, donc de revenus récurrents mensuels. Imaginez que demain, vous êtes en incapacité de maintenir la solution, puisque vous êtes seul et vous êtes non-dev, et vous êtes dépendant aux outils. Imaginons que sur Lovable, j'ai déployé sur Cloudflare, et que Cloudflare, comme une journée du mois de novembre, tombe en panne, et bien votre SaaS n'est plus disponible. Vous allez me dire oui, ok, pas de souci. Oui, mais en attendant, vous êtes quand même exposé à des risques de dépendance à des outils ou à des services. Alors, il n'y a jamais de risque zéro au niveau des dépendances, on est bien d'accord. Mais par contre, sur l'incapacité de maintenance long terme, imaginons que là, vis-à-vis de certaines mises à jour, si vous faites appel à des API, qu'il y a des mises à jour ou des changements de politique par rapport à l'utilisation de ces API-là, eh ben, vous avez une de vos fonctionnalités qui ne marche plus dans votre logiciel, ou alors même une faille de sécurité énorme, genre l'IA a injecté des données dans votre base de données SQL, des données que vous ne voulez pas qu'elle injecte, et ben comment vous allez pouvoir justement réparer ceci? Le problème avec ça, c'est que si vous n'arrivez pas à le réparer rapidement, vous allez perdre en crédibilité et les clients vont partir. Ce qui fait que derrière, plutôt que d'avoir un SaaS qui fait 500 € de MRR et qui est valorisable, parce que comme vous savez, on peut faire x5, x10, x15 le prix, le MRR sur la valorisation d'un SaaS, là vous avez littéralement un actif qui vaut 0 €. Et je blague même pas, c'est-à-dire que ça coûte rien, ça ne vaut rien. Vous avez un code spaghetti, sachez qu'avant d'acheter un SaaS, avant de vous faire racheter, déjà pensez à quelque chose de plus durable, mais avant de vous faire racheter, il va y avoir des audits de code qui vont être faits pour voir vraiment la viabilité technique du produit. C'est les gens qui achètent ce genre d'actifs, c'est pas des bleus au niveau tech. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Donc si on va plus loin, il faut absolument aussi ingérer la matrice stratégique SaaS, donc le blueprint d'exécution. Parce que là, on parle du CEO qui passe 15 heures par jour à débugger au lieu de vendre. Sachez qu'il y a une matrice qui est hyper importante si vous développez un SaaS actuellement,
c'est que ça va être les axes les plus simples, ça va être la complexité technique, du plus faible au plus fort, à la valeur unique pour le client, pareil, du plus faible au plus fort. Dans la faiblesse technique et la faiblesse pour la valeur client, on va avoir les commodités. Tout ce qui va être le login, le profile, les settings, il y a zéro valeur ajoutée là-dedans, parce que ça va tous être en fait le paramétrage de base technique pour se connecter, etc. Donc l'authentification. Sur l'aspect technique, la forte complexité technique, mais la valeur unique pour le client qui est la plus faible, on va avoir l'infrastructure invisible. C'est ce que le client ne voit pas. Par contre, ça, c'est hyper important d'avoir des webhooks, une sécurité API, des bases de données qui sont scalables, excusez-moi, et des emails aussi, des automatisations par email. Je dis une bêtise, par exemple, votre utilisateur veut changer de mot de passe, eh ben, il faut qu'il y ait tout ça qui soit bien huilé, une logique métier par mail qui permet une réinitialisation du mot de passe, etc. Et forcément, tout ça, c'est invisible pour le client, donc la valeur unique pour le client, elle n'est pas présente. Mais par contre, pour votre SaaS, pour la complexité technique et la valeur du SaaS, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc là, je mets job d'Ascender, vous verrez pourquoi tout à l'heure, je parle d'Ascender au niveau là. Mais en tout cas, ça, il faut l'interdire à l'IA si vous n'êtes pas un fondateur tech. Donc ça, c'est la première chose. Et après, forcément, le cœur du MVP, forcément, la valeur unique pour le client qui est forte, mais en complexité technique faible, le MVP. Pour le coup, ici, sur le cœur du MVP, vibe codé. Vibe codé. On va le voir, mais là, le vibe code, c'est hyper, 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 hyper important lorsque vous voulez littéralement trouver votre product market fit. Ça vous permet d'avoir une interface métier principale, d'itérer visuellement rapidement et d'utiliser Cursor, V0, Google AI Studio pour avoir au minimum une itération de ce que vous êtes capable de faire et le proposer, aller en parler justement à votre cible. Donc justement, je vais vous présenter une astuce qui est hyper intéressante, justement pour aller valider une idée sur un marché. Ici, par exemple, je vous le dis encore une fois, le vibe code, c'est super pour prototyper. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir avoir un POC, une preuve de concept très rapide, des visuels, des maquettes à exposer, que ce soit des clients à des investisseurs si vous voulez avoir un projet qui est beaucoup plus gros et avoir de l'investissement, aller lever des fonds, et pouvoir avoir une idée du parcours utilisateur. Parce que quoi ? Parce que l'utilisateur ou le client final, votre client final, va toujours préférer donner un avis lorsqu'il a des preuves tangibles sous les yeux. Et donc là, c'est intéressant parce que là où avant, il fallait passer plusieurs mois à développer un MVP, à potentiellement même une maquette. Sachez qu'une maquette, à l'ancienne, on pouvait juste passer du temps sur Figma à mettre des boutons interactifs. Quand on appuie, ça part sur une autre frame, ça part sur des autres pages, et on venait maqueter comme ça 30 pages d'une application qui n'était pas réellement fonctionnelle. Maintenant, avec l'IA, vous pouvez avoir des fonctionnalités un minimum fonctionnelles qui peuvent permettre de se rendre compte de la valeur ajoutée, et vous pouvez l'exposer à vos clients assez rapidement. Par contre, on ne parle pas ici de faire loguer le client, on parle vraiment d'un compte démo et qui traite aucune data, avec vraiment une incidence très faible si demain votre produit est jetable. En fait, c'est du jetable. En fait, c'est ça qui fait que c'est important de vibe coder. Le but, c'est de quoi ? C'est ce vibe code, ce prototype, de le proposer en fait directement à votre panel de cible idéale. Donc avant tout ça, on ne va pas parler de marketing, rentrer dans le débat, mais vous avez les personas qui vous allez cibler, sur quel marché, quelle problématique. Et une fois que vous avez ce persona-là, vous allez littéralement aller les interroger. Je dis une bêtise, par exemple, vous créez un SaaS pour les boulangers. Alors en général, c'est pas vous pouvez trouver à innover là-dedans, ce n'est pas les métiers où il y a le plus besoin, où les clients ont un besoin latent dans ce secteur. Mais imaginons que vous ayez un SaaS pour les boulangers. Par exemple, pour la facturation, je dis une bêtise, ne vous attendez pas à avoir la $1 billion ID en m'écoutant, mais imaginons cela, vous savez que vous allez aller chercher les pain points et aller interviewer des boulangers. Dans la boulangerie, vous les trouvez où ? Dans la boulangerie. Vous allez aller les contacter et leur faire part de ce que vous avez mis en place. Une petite démo gratuite qui ne mange pas de pain, vous allez les voir. Les business physiques, c'est toujours bien d'aller au porte-à-porte. Vous faites ça. Derrière, vous allez récolter des interrogations. Ils vont vous dire « Ouais, mais nous, notre logique métier, ça ne marche pas comme ça. Dans notre vie de tous les jours, on ne marche pas comme ça, etc. etc. » Et donc là, c'est important du coup de récolter toute cette data, d'avoir un drive data first. Quand je dis data first, c'est hyper important de savoir que il faut se tourner vers la data avant de prendre des décisions. Et c'est bien généralement ce que vous ne faites pas quand vous vibe codez.
vous récoltez et vous ajustez. C'est-à-dire, si il vous dit, bah non, moi, ma logique métier, c'est pas comme ça, le bouton là, je le verrai plus là, la fonctionnalité là, elle est inutile, vous faites remonter ici, vous réajustez rapidement avec votre prototype, puisque vous pouvez littéralement changer en quelques clics et en quelques demandes certains aspects visuels ou fonctionnels. Et derrière, vous testez et vous reproposez la proposition produit à votre panel. Et ça, au final, ça va faire un cercle vertueux qui fait que on va revenir à chaque fois sur le besoin central du client, et c'est là que vous allez trouver votre produit market fit, donc product market fit. Donc qu'est-ce que le PMF, le product market fit? Ça, c'est hyper important. Comme on le voit, il y a le problème douloureux. Ce problème, il est déjà identifié. C'est la fondation de base de pourquoi vous devez lancer un business, que ce soit un SaaS, que ce soit une agence. Il faut que vous régliez un problème douloureux. Le problème, il doit être urgent, il doit être assez fréquent et assez coûteux pour que cette cible-là paye. Et donc là, si c'est le cas, si c'est fréquent, si c'est douloureux et que la cible, et que c'est coûteux pour la cible et qu'elle est prête à payer, vous avez un besoin latent. Ce besoin latent, on a une valeur perçue. Alors là, pour le coup, on est sur un signal faible. Ensuite, on va avoir la solution unique, l'alignement. Vous allez créer une solution qui résout le problème de cette cible, donc qui va viser à résoudre le problème urgent, coûteux et fréquent de cette cible. Et en fait, vous allez proposer quelque chose de 10 fois mieux que l'existant. Admettons mais que ce soit digital ou non digital. Admettons qu'il y ait un formulaire papier dans une entreprise et que ce formulaire papier-là, c'est la seule solution actuelle qu'ils ont. Si vous permettez de digitaliser et de rendre facile le transfert de cette feuille-là en digitalisant ce process, vous avez créé une solution qui résout le problème 10 fois mieux que l'existant. Ça, c'est hyper important. Ça doit résoudre un problème mieux que comment il était résolu avant. Et si derrière, le problème n'est pas résolu de base, là, vous avez encore plus un gold rush devant vous. Et donc forcément, là, on a une valeur perçue qui va être moyenne parce que l'intérêt est validé. Derrière, le modèle économique. Là, il faut prouver que les clients sont prêts à payer pour le produit. Donc encore une fois, la fondation de base, ça va être quasiment la globalité de votre offre. Ça va être la fondation. Prouver que les clients sont prêts à payer, qu'il y ait une traction initiale et que du coup, ça puisse générer du MRR. Là, à partir du moment-là, vous êtes capable de vous dire, OK, il y a un engagement financier, la valeur perçue, elle est très forte. C'est-à-dire que mon produit est prêt à être payé, ma valeur perçue est forte sur le marché. Derrière le canal d'acquisition, forcément, la répétabilité. Donc, trouver un canal scalable pour acquérir des clients de façon rentable. Donc ça, c'est ce que doit faire le fondateur TechLight. Il ne doit pas perdre 15 heures de son temps à débugger quelque chose qu'il ne comprend pas, qui ne sera pas maintenable et qui n'aura aucune valeur comme on l'a vu, qui ne sera pas un actif. Lui, il doit trouver des stratégies, trouver un canal scalable pour acquérir des clients de façon rentable. Quand on dit de façon rentable, c'est que le coût d'acquisition client, votre CAC, doit être plus faible que votre lifetime value. Votre lifetime value, c'est simple à calculer. Qu'est-ce qu'une lifetime value? C'est ce que le client va dépenser chez vous pendant la durée de vie, donc pendant toute sa vie. C'est-à-dire que la lifetime value, c'est hyper important. Et ça, on le verra aussi dans l'UI UX. Le UI UX la lifetime value dépend beaucoup de votre UI UX et de l'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que si l'utilisateur ne peut plus se passer de votre produit, le taux de churn va chuter. Le taux de churn, c'est le fait de je perds un client et j'en récupère un nouveau. Si vous gardez et vous conservez ce même client, le coût d'acquisition client il baisse drastiquement puisque vous le gardez ce client, donc vous n'avez plus vous avez plus de coûts pour aller l'acquérir. Et la lifetime value, forcément, elle augmente puisque vous êtes sur un modèle économique où vous allez faire payer 10 € par mois. Donc ça, c'est important. Vaut mieux fidéliser dans le commerce que d'aller rechercher à chaque fois de nouveaux clients. Donc là, forcément, le canal d'acquisition, c'est ce qui va rendre votre SaaS en valeur perçue très forte. Et c'est là où on va atteindre le Graal du Product Market Fit, c'est l'échelle. C'est-à-dire quand la demande, elle dépasse l'offre, que vous allez être identifié comme l'acteur qui peut résoudre, en y pensant en un clic, en une réflexion, en un clic, en allant chercher en un clic, c'est la personne qui va être recommandée. Donc c'est votre solution. Et là, votre valeur perçue, elle est maximale. C'est-à-dire que vous dominez le marché, que vous avez un Product Market Fit. Le Product Market Fit, c'est pas compliqué à comprendre, c'est quand il y a une offre qui vient littéralement au bon moment, au bon endroit pour la bonne cible. C'est-à-dire que c'est une offre qui vient à point nommé pour votre clientèle. Et donc là, comme je l'ai dit, le bouche à oreille après devient explosif et votre coût d'acquisition client en général, il diminue. Derrière, on a tout un tas de choses qui visent à augmenter les barrières techniques à l'entrée.
Parce que forcément, si vous avez un SaaS, vous allez avoir de la concurrence. Si vous avez un SaaS qui marche, vous allez avoir de la concurrence. Et si vous avez de la concurrence, il va falloir augmenter ces barrières à l'entrée pour éviter que la concurrence se développe trop facilement. Donc derrière, je vous ai parlé de ce qui touche à la matrice stratégique. Je vous ai parlé du vibe code pour prototyper. Je vous ai parlé de la pyramide du product market fit. Maintenant, on va voir les deux différences. La différence entre un CIO qui vibe code et un CIO qui échange avec sa cible qui est data first. Le but d'un CIO qui va vibe coder, ça va être de débugger. Il va débugger parce qu'il va se dire ça marche pas, j'ai toujours la même erreur, la même loop sur la même erreur avec mon outil, donc je vais aller tester d'autres outils. Il y a peut-être d'autres outils qui sont plus intéressants et plus faciles, et c'est peut-être un problème de l'outil, on va remettre la faute sur quelque chose d'autre. Et du coup, on va tester d'autres outils, on va avoir une fonctionnalité qui marche un minimum, l'IA va nous ajouter un peu de fantaisie par-ci par-là, et on va se dire ah mais oui, cette fonctionnalité-là, on pourrait la rajouter. Donc on va rajouter une fonctionnalité qui est peut-être non essentiel pour notre clientèle de base, parce qu'au final, là, on marche à ce que nous propose l'IA, mais pas forcément à ce que veut notre client cible idéal. Donc, on va marcher à l'intuition, on va implémenter des luxury functionalities, en gros, des fonctionnalités qui n'ont pas lieu d'être, qui sont juste du luxe, sauf que forcément, comme on va coder, on va complexifier le contexte et la difficulté du SaaS à développer, et forcément vous allez passer encore plus de temps à débugger. Au final, vous avez un SaaS qui sortira jamais et une dette technique, et au mieux une dette technique qui va le tuer, puisque ça au final vous n'aurez rien compris du tout à tout ce que vous faites. Et donc forcément, moi je propose cette approche-là, l'approche CEO. Donc pour le coup, l'approche CEO, si vous n'êtes pas un CEO tech, c'est ça qu'il faut que vous... Enfin, si vous n'êtes pas développeur, si vous n'êtes pas un profil tech, c'est là-dessus qu'il faut se baser. Comme je l'ai dit, reprendre le même framework, ce framework de j'échange avec mon client, je lui propose un prototype, je récupère ses datas, j'améliore mon prototype, je lui repropose jusqu'à ce que le produit soit parfait. Alors bien sûr, vous le proposez à un panel, c'est-à-dire plusieurs clients cibles, pas à un seul, parce que le produit idéal de l'un n'est pas forcément le produit idéal de l'autre. Et donc derrière, vous échangez avec votre cible, vous travaillez votre stratégie, vous vendez, vous délivrez et vous continuez à améliorer le produit au fur et à mesure. Et donc ça, forcément, ici, il y a 3 solutions sur ce que je vous ai dit au début qui est le plus intéressant pour pouvoir aller développer son SaaS. Si vous êtes fondateur non-tech et que vous voulez garder une majorité de votre boîte, il y a pour moi ces 3, alors il y a des inconvénients, mais ces 3 formules sont pour moi quand même très intéressantes. Parce que vous allez avoir une robustesse technique, une sécurité, quand bien même si vous voulez choisir, il faudrait que vous trouviez un freelance qui soit compétent, il faudrait aussi que vous trouviez un associé compétent, mais ça va vous prendre du temps, et l'agence de développement qui forcément a ses avantages et ses inconvénients. Mais en attendant, si vous voulez sortir quelque chose de hyper intéressant, et quelque chose qui va durer dans le temps, un actif que vous pourriez revendre, il y a ces 3 solutions-là. Parce que le vibe code, comme je l'ai dit, si vous êtes seul et non tech et que vous ne comprenez rien du tout, que vous n'êtes même pas capable de comprendre une fonction et les logiques en fait, des différents programmes et des différents langages de programmation, en fait, comme je l'ai dit, vous allez continuer perpétuellement en cycle à mettre la poussière sous le tapis. Et donc, c'est ça la problématique en fait. La problématique, c'est qu'il faut prendre du recul et donc arrêter de foncer tête baissée. Pour prendre du recul, arrêter de foncer tête baissée, c'est ces 3 solutions-là. C'est ce qui va vous permettre de vous concentrer sur votre zone de génie, votre zone commerciale, marketing, la mise en avant de votre produit, votre vision, parce que le tech n'aura pas forcément votre vision produit, ce pourquoi vous avez impulsé le lancement du projet. Et donc, voilà, la phrase importante, c'est prenez du recul et arrêtez de foncer. Ça vous permettra d'être en accord avec votre vision, d'être en accord avec votre produit, et donc d'être en accord logiquement avec votre clientèle et votre cible. Et donc forcément, votre job en tant que CEO, c'est avant d'écrire une seule ligne de code et de vibe coder quoi que ce soit, c'est de déjà trouver une solution pour faire développer quelque chose de stable. Derrière, c'est d'avoir un modèle de data. Qu'est-ce que vous allez récupérer ? Quelle est la donnée que vous allez récupérer de vos clients ? Quelle est la donnée que vous allez exploiter ? Comment vous allez la sécuriser ? Vous pouvez mettre ça dans un Excel, ça suffit. Un Excel, ça fait largement le taf. Un Excel, un Google Sheets, vous avez déjà ça qui est prêt pour commencer justement à avoir une idée claire sur votre produit.
Le user flow, ça c'est hyper important. Le user flow, que ce soit sur ThinkJam, Miro, Lucidcharts, même Canva, le but c'est de dessiner le parcours utilisateur idéal écran par écran avec des flèches. Qu'est-ce qui se passe si le paiement échoue? Avec Miro, maintenant vous pouvez le faire, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, c'est le logiciel que j'utilise pour faire cette présentation. Miro, c'est hyper intéressant parce qu'il a une IA intégrée qui vous permet en fait de faire des charts assez rapidement, donc tout un tas de processus, donc de les modéliser. Donc c'est hyper important, vous pouvez le faire très rapidement, et tout ça vous pouvez largement utiliser l'IA pour le faire, du temps que vous avez, vous ne tradez pas justement votre vision produit par rapport à ce que l'IA vous propose. Donc les règles métiers, pareil, que ce soit sur Word, que ce soit sur Docs ou peu importe, il faut écrire vraiment les règles complexes en français, en anglais par rapport à qui vous voulez déléguer justement le travail. Si l'utilisateur il est premium, alors il a accès à ça. Alors s'il ne l'est pas, il va payer telle ou telle formule. Dans telle ou telle formule, qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité qu'il n'y a pas dans les autres formules? Ça c'est hyper important parce que ça va aussi définir toute votre stratégie commerciale en fond. Et derrière, la validation client. Donc, il faut au minimum que vous ayez une validation client. Donc là, j'ai mis une vidéo, mais en soi, c'est avoir une preuve qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter votre produit. Ça peut être littéralement des avis LinkedIn, des commentaires sur les réseaux, des réactions à des stories. Il faut au minimum un signe d'engagement fort. Et donc, forcément, je vais aussi vous parler après ça. On va reprendre un peu l'aspect plutôt la dette, parce qu'on parlait des heures que vous perdez. Vous allez économiser certes des dizaines de milliers d'euros à développer quelque chose, ou alors de l'equity à développer quelque chose. Mais par contre, là où on ne voit pas le coût, c'est le coût d'opportunité. Vous allez littéralement perdre du cash et brûler du cash sur le coût d'opportunité. Et donc là, j'ai créé une approche qui va être vraiment l'approche de la dette technique, le calculateur de dette technique. Ici, vous allez vraiment avoir le vrai coût du vibe coding en solo versus l'investissement Ascender. Parce que vous voyez venir, si je vous ai présenté toutes ces options, c'est que j'ai une option qui pourrait être beaucoup plus intéressante pour vous. Ces options sont très valables, mais là, on vient nous positionner une proposition de valeur qui est top, qui est jamais vue pour justement fonder un SaaS qui marche rapidement, qui est robuste. Ici, le vrai coût du vibe coding, c'est qu'on a notre temps passé à débugger avec l'IA, qui va être de 15 heures semaine. Enfin, je dis ça, et encore, ça peut être plus si vous êtes en full-time. Votre taux horaire de CEO à 150 € de l'heure. Votre revenu mensuel espéré du SaaS, 5000 balles. Le délai de retard à cause des bugs, 4 mois. Et le coût d'opportunité, les clients perdus. Et ça, on ne va même pas pouvoir le chiffrer facilement. Donc, on va l'oublier dans d'autres formules. Mais imaginons dans l'exemple chiffré que ça fait 15 heures x 4 semaines x 150 € plus les 5000 € pendant 4 mois parce que vous allez le débugger pendant 4 mois. Ça vous fait 29 000 € de pertes potentielles en 4 mois. Et là, vous avez une dette financière massive versus quelque chose que en fait, vous auriez dû payer très peu cher. En fait, vous allez avoir un gap de putain, de base, j'aurais juste pu partir là-dessus sur une agence. Au final, une agence à 30 000 € vous fait gagner énormément de temps. Si vous avez un produit, une idée valide, 30 000 €, c'est pas si cher pour un produit que vous allez développer de A à Z, entre guillemets, ou sur lequel vous allez pouvoir capitaliser. Mais bien sûr, le but, c'est de réduire ce risque-là. Tout le monde n'a pas 30 000 € à mettre dans un développement, tout le monde n'a pas forcément un associé tech, tout le monde n'a pas un réseau freelance qualifié autour de lui. Et c'est pour ça que, avec Cédric, donc là, c'est ma deuxième société que j'ai créée, donc la deuxième marque que j'ai créée avec Cédric, le but, c'est que nous, on a une autre approche. On a une approche, c'est l'investissement Ascender. Avec Ascender, c'est simple, c'est un forfait fixe, rapide. Il y a un coût total de 5 000 € hors taxe en une fois. Le délai de lancement, c'est en 30 jours. Le résultat, c'est des revenus immédiats si vous avez fait votre travail comme il faut et que vous avez vraiment quelque chose de qualifié. Vous allez pouvoir littéralement printer de l'argent, aller le proposer à votre cible, quelque chose de propre, qui marche, qui est fonctionnel et qui est sécurisé. Et derrière, vous allez investir au final que 5 000 €. Et en utilisant le vibe code, vous croyez économiser justement 5 000 € de dev ici, mais au final, vous êtes en train de brûler, comme je vous l'ai dit, quasiment 30 000 €. Et là où ça va être intéressant, c'est que justement, mon associé Cédric, qui a fait École 42, et moi-même, on accompagne justement la phase de développement des fondateurs TechLight. C'est 30 jours
5 000 € hors taxe, satisfait ou vous ne payez pas. Oui, vous avez bien entendu, c'est satisfait ou vous ne payez pas. C'est-à-dire que littéralement, ce qu'on propose avec Ascender, c'est que demain, vous avez une idée, enfin, vous avez déjà une idée, vous voulez monétiser un SaaS, ce qu'on vous propose, c'est, mais que vous n'avez pas les compétences techniques, ce qu'on vous propose, c'est que plutôt que de vibe coder tout seul dans votre coin, on arrive, vous remplissez un questionnaire d'onboarding et derrière, vous allez directement pouvoir avoir une réponse de notre part. Vous pouvez remplir, si vous avez une maquette ou autre que vous avez pu faire avec les outils comme je vous ai donné auparavant, que ce soit Google AI Studio ou autre, vous avez une maquette qui vous permet et qui nous permet, nous, d'avoir une vision produit. Vous venez, on vous développe pour 5 000 € hors taxe ce produit-là. Et à l'issue des 30 jours, on vous livre le produit, c'est-à-dire lié à votre nom de domaine, une landing page qui est optimisée SEO, une sécurité, un déploiement qui va vous permettre d'avoir des temps de chargement rapides et surtout un code qui va être maintenable. Et si vous n'êtes pas content de ce qu'on a fait au bout des 30 jours, vous ne sortez aucun euro de votre poche. C'est-à-dire que vraiment, on part du principe on se met l'intermédiaire de toutes les solutions qui existent sur le marché, la rapidité du vibe coding avec l'expertise d'une agence, plus forcément le non-poids d'avoir à vendre des parts donner des parts pour développer le produit. Donc du coup voilà, c'est vraiment l'offre de valeur que je vous propose aussi aujourd'hui. On a parlé de la stratégie, mais cette offre, elle est vraiment intéressante pour ceux qui ne savent pas réellement comment développer leur SaaS, mais qui ont envie de le faire de la bonne des manières. Encore une fois, c'est sans aucun risque, c'est rapide et c'est vraiment le moins cher que vous puissiez trouver pour cette qualité-là. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je ne vais pas vous mettre entre guillemets le couteau sous la gorge pour vous dire de venir. En tout cas, sachez que pour revenir à tout ça, le vibe coding, attention, très bien pour prototyper. Les 3 autres options, elles sont très bien aussi dépendamment de l'ambition que vous avez et de ce que vous voulez faire de votre produit. Mais si vous voulez fonder un produit, de toute manière, il vous faut une de ces options-là. Donc que ce soit celle-là ou celle-là. Maintenant, c'est à vous de peser le pour et le contre. Donc, de quelle est la meilleure option pour vous pour aller développer ce SaaS. Mais en tout cas, je pense que maintenant, je vous ai donné des clés, des frameworks qui vont permettre de réfléchir vraiment plus facilement à la stratégie que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour avoir un produit qui aura plus de chances de printer, pour avoir la bonne approche auprès de votre clientèle et derrière pour pouvoir faire votre choix sur comment vous allez pouvoir développer facilement, de manière robuste, votre SaaS sans prendre de risques. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée, fin de soirée, peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Vous pouvez réserver, littéralement, aller voir sur le site ascender.fr pour pouvoir démarrer le questionnaire d'onboarding. Et si vous êtes intéressé par le fait de rentrer dans le programme Ascender, sachez que pour ce lancement d'offres, on commence avec des places limitées pour privilégier la qualité avant de scaler. Et derrière, on veut vraiment proposer une expérience ultra premium. On est aussi en train de développer une plateforme interne pour les clients pour qu'ils puissent avoir un suivi en temps réel de tout ce qui se passe. Donc voilà, vous allez sur ascender.fr, vous cliquez sur démarrer, vous remplissez l'onboarding et nous on vous recontacte rapidement. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à la prochaine. On se voit de l'autre côté. Ciao, bye bye.